Bon matin à tout le monde. Désolée, ma voix nauséabonde. J'ai un microbe qui m'a attaqué cette nuit. Donc, Sébastien Stas est un passionné de la pédagogie. Il a enseigné les sciences et l'informatique pendant 15 ans et il est maintenant directeur d'une école communautaire arménienne à Montréal. Il se définit d'abord comme un parent, mais surtout comme un éternel apprenant. Donc, il a de multiples diplômes. Puis, présentement, il est en train de compléter une maîtrise en éducation dans le domaine de l'évaluation. Il s'intéresse au leadership pédagogique, à l'usage d'éthique, et ce, autant en salle de classe qu'à des fins d'évaluation. D'ailleurs, il est en pleine exploration, ça fait déjà un certain temps, ça fait déjà 3 ans qu'il fait l'exploration des iPads sur le terrain, en salle de classe, avec des vrais sujets, des vraies expériences de vie. Toujours intéressé à partager ses connaissances, il forme et accompagne des éducateurs et des administrateurs depuis 10 ans. Et il donne ses formations dans tout le Canada par l'entremise de sa compagnie INT. INT pour intervenant en nouvelles technologies. Alors, accueillons bien cet intervenant en TI qui vient nous partager son expertise à Claire 2016, Sébastien Stas. Donc, on va faire le changement de machine. OK. Donc, bon matin. On m'a dit de parler assez fort. Je leur ai dit que c'était probablement pas un problème pour moi de parler assez fort. Donc, on va peut-être ajuster le son un petit peu au début de la présentation. Je peux vous dire que c'est tout un défi qu'on m'a lancé quand Roberto m'a demandé de venir donner une présentation, une conférence à Claire, pour plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est que je m'adresse à des gens qui sont déjà convaincus. Je ne m'adresse pas, je n'ai pas à prêcher pour des gens qui disons, se demandent si l'intégration des technologies en classe est encore nécessaire. Je suis devant des gens qui sont convaincus que c'est important. Je suis devant des gens qui déjà le font en salle de classe. La plupart d'entre vous, en tout cas plusieurs d'entre vous que je connais, sont des gens qui intègrent la technologie depuis quelques années. Donc, quand on m'a demandé de faire la présentation, je me suis dit, je ne peux pas prendre cette voie-là. C'est une voie un peu qui va être un peu trop facile. Puis, de toute façon, ce que j'aimerais et ce que j'aime beaucoup faire, par l'entremise principalement de mon blog, mais aussi quand je donne des conférences, ce que j'aime, c'est de sortir les gens de leur zone de confort. Ewan, hier, il disait provoquer. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte que les gens qui sont dans la salle aujourd'hui finissent après la conférence, en fait, rapportent quelque chose, mais quelque chose qui ne va peut-être pas leur servir l'année prochaine, mais dans quelques années. Donc, j'ai osé appeler ma présentation demain « Redéfinir l'apprentissage à l'ère de l'immortalité ». Pour ceux qui tweetent les liens, je vais parler de plein de choses, vous pouvez vous rendre directement sur mon blog. J'ai mis le code barre ici. Sinon, sebastienstas.com, ça se rend très vite. Vous allez avoir tous les liens dont je vais parler, donc ça va peut-être être moins long pour vous d'aller les rechercher sur Internet. Je pense à Nathalie Couzon là, qui nous met tous les liens. Enfin, je les ai déjà mis, Nathalie. Tu as juste à cliquer, copier-coller, ça va se rendre. Ça va être un peu plus facile, mais surtout, c'est que ça va vous permettre de garder des traces de ce que je vais vous présenter. La présentation est disponible sur le site aussi en format SlideShare, donc vous pouvez retourner pour aller voir s'il y a des choses qui ont attiré votre attention durant la présentation. Quand on démarre, Ewan disait hier qu'il fallait provoquer les gens. Donc, je commencerai avec ça ici. Alors, dans cette salle, certaines personnes vivront sans doute jusqu'à 1000 ans. Quand on fait une affirmation comme ça, ce n'est pas moi qui dis ça,
C'est une conférence que j'ai écoutée, une conférence de Laurent Alexandre à TEDx Paris en octobre 2012. Alors évidemment, je ne m'adresse pas aux plus vieux d'entre nous. Eux, on sait que la retraite est proche, on sait qu'ils ont encore pour quelques années. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup. Il y avait beaucoup d'élèves qui étaient là aujourd'hui, et aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Puis c'est peut-être un peu mieux comme ça, parce que s'il avait fallu que les enfants soient là en disant « Hey, youpi, moi je suis là jusqu'à 1000 ans », je ne sais pas trop ce que ça aurait donné comme réaction. Donc, disons que lui termine sa conférence sur cette note-là. Fait que là, en partant avec ça, je vais un peu vous expliquer dans les faits qu'est-ce qu'il en est. D'abord, notre espérance de vie a triplé depuis 250 ans. Ça veut dire qu'on est passé d'une espérance de vie de 25 à 75 ans. À chaque année que l'on vieillit, on se rapproche de la mort que de 9 mois. Comment est-ce que c'est possible? Parce que notre espérance de vie augmente au fur et à mesure de certaines découvertes scientifiques, de l'avancement de la science, de la médecine, etc. Donc, dans le fond, quand vous fêtez votre anniversaire, vous devriez être content. Au lieu de vieillir d'1 an, vous vieillissez seulement de 9 mois, parce qu'on rajoute à votre espérance de vie. Le cancer a augmenté de 200 % en 25 ans, et pourtant, ça n'a eu que très peu d'influence au niveau de notre espérance de vie. Il y a donc 4 scénarios possibles pour les années à venir. Les 4 scénarios possibles, le premier, le vert, qui est un scénario pessimiste, c'est-à-dire qu'on va assister à une fin du monde, quoique c'est déjà passé. C'était annoncé pour le mois de décembre, malheureusement, ça a passé tout droit, ou heureusement, un des deux. L'autre scénario, qui est un scénario où on va stagner, où on va arriver à un moment où l'humanité a atteint son niveau de croisière, on pourrait dire. Il y a des scénarios un peu plus optimistes qui disent qu'on va vieillir encore, la courbe de croissance va continuer comme elle était. Et il y a un scénario qui est beaucoup plus optimiste qui, lui, dit qu'on va assister littéralement à une explosion de l'espérance de vie. Comment ça est possible? Par un nouveau champ scientifique. Alors, le champ scientifique s'appelle les NBIC. Ce champ scientifique-là, vous ne le connaissez probablement pas, et la raison est très simple, c'est qu'on est en train actuellement, au niveau du génome humain, au niveau de l'ADN, au niveau d'aller codifier tout ça, on est en train d'être là. Donc, c'est encore beaucoup en laboratoire, mais à partir de 2015, on pense que ces technologies-là vont apparaître au grand public. Vous allez être un peu plus conscient de ça. Quoique vous en êtes déjà un peu, je reviendrai là-dessus tantôt. Qu'est-ce que sont les NBIC? Ce sont les technologies qui regroupent la nanotechnologie. La nanotechnologie, c'est d'être en mesure d'aller agir au 1 milliardième de mètre. Le 1 milliardième de mètre, ça commence à être pas mal au niveau de la cellule. Les biotechnologies, tout ce qui est évidemment la création du vivant, l'adaptation du vivant, d'être capable d'aller jouer dans le vivant, on sait qu'on le fait déjà. L'intelligence artificielle, qu'on connaît déjà depuis plusieurs années, mais qui prend une expansion de plus en plus, et la cognitique, qui est essentiellement liée à l'étude du cerveau, l'étude du fonctionnement du cerveau qu'on connaît de plus en plus. Quel point en commun de ces 4 éléments-là qui forment ce qu'on appelle la NBIC? Il y en a un, et c'est la technologie. Alors, il y a un lien possible ici avec ce qu'on fait aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, mais l'informatique, la technologie est présente. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la loi de Moore, qui est, pardon, pas vraiment une loi de Moore. En fait, Moore, dans les années 1960, avait prédit que la puissance des microprocesseurs doublerait à chaque année. En fait, ce n'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Il faudrait ajuster la loi, ce qu'on en a fait. Mais ce qui en est ressorti, ce qu'on appelle la loi de Moore, actuellement, c'est que la puissance double aux 18 points. Ça veut dire qu'à tous les 18 mois, la puissance des microprocesseurs double. J'aime bien dire que depuis que j'achète des ordinateurs, mon premier 80-86, mes ordinateurs m'ont toujours coûté 2500 $. Pourtant, on dit qu'il y a une baisse et que c'est plus accessible, sauf que pour 2500 $ aujourd'hui, vous comprendrez que j'ai une machine qui est pas mal plus performante que le 80-86 que j'avais payé ce prix-là il y a plusieurs années avec l'écran monochrome. Pas de souris. On va fonctionner avec des flèches. On atteint le niveau, l'hexaflop. L'hexaflop, c'est le milliard d'opérations par seconde. Donc, la capacité de nos machines, des ordinateurs,
On va atteindre ce niveau-là en 2018. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait, le milliard de milliards d'opérations à la seconde, la capacité des ordinateurs aujourd'hui. D'ailleurs, on va voir plus tard que les ordinateurs qu'on a, là, présentement, je suis avec un iPad. Écoutez, je suis en train de faire une présentation sans fil. Il y a 3 ans, là, oubliez ça, il fallait payer des prix de fou pour avoir cette technologie-là qui aujourd'hui est accessible par tout le monde. Donc, on a vraiment, au niveau de la puissance des machines, mais au niveau de la technologie, on atteint vraiment des avancées qui sont assez incroyables. En 2030, avec toutes ces avancées-là, la technologie et tout ça, on pense que les chirurgiens n'auront même plus à toucher les patients. C'est-à-dire qu'ils vont être des spécialistes en ce qu'on appelle la robotique médicale. C'est-à-dire que pour aller vous opérer, là, je vous parle de ça, mais il y en a qui ont déjà vécu ça. Maintenant, quand on va débloquer des artères, on n'est pas obligé de vous opérer à cœur ouvert pour ça. On va rentrer une petite caméra qui va se rendre dans les artères. Ça, c'est aujourd'hui. Mais imaginez où on va être en 2030, où toutes ces technologies-là vont faire en sorte qu'on va être de plus en plus précis et on va être de plus en plus capable d'aller fonctionner ou d'aller réparer des choses vraiment très loin. Les impacts de tout ça. Premier élément, le recul de la maladie. Ce qui n'est pas traitable aujourd'hui, quand on fonctionne, quand on est capable d'aller réparer au 1 milliardième de mètre, on va être capable d'aller réparer les cellules. La vieillesse, recul de la vieillesse, et évidemment, la suite logique, si on recule de la vieillesse, c'est le recul de la mort. On va être en mesure, et on est déjà capable d'aller réparer les cellules, les organes, mais on est aussi capable d'aller créer des implants. Donc, dernièrement, un larynx complètement fabriqué en laboratoire a été greffé sur un patient. On est rendu à créer en laboratoire des organes et à pouvoir les implanter chez les gens. La clé, c'est qu'on est en mesure aujourd'hui d'agir au 1 milliardième de mètre, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a quelques années. Analyse et décryptage du vivant. En 1968, on a commencé à décrypter le génome humain. On avait dit que ça prendrait jusqu'à 1960. En 1970, on disait que ça prendrait au moins 3 décennies pour avoir le séquençage complet. En 1976, on était déjà arrivé à avoir le séquençage complet. Ça avait coûté à l'époque 3 millions de dollars. Aujourd'hui, vous vous rendez, vous êtes en mesure de décoder votre ADN à vous, de séquencer votre propre ADN pour 100 dollars. Qu'est-ce que ça apporte? Bien, le séquençage de votre ADN à vous fait en sorte que vous allez avoir accès à une médecine adaptée. On va être capable, dans votre cas, d'aller voir votre ADN et de dire, OK, il y a un problème là, on va aller le réparer, ce qui va faire en sorte que vous allez avoir la capacité d'avoir des soins vraiment très spécifiques pour des maladies qui, aujourd'hui, on dit plus ou moins curables. Les impacts. Le premier élément, et vous allez être très content, c'est on recule l'âge de la retraite. Ben oui, si on vit plus longtemps, c'est quoi l'intérêt de prendre sa retraite à 66, 67, 70 ans? Il n'y en a pas vraiment, sinon que, bon, peut-être qu'on aspire à une qualité de vie différente, mais définitivement, la retraite va être reculée. Vous allez pouvoir embrasser non pas 1, 2, 3 carrières, mais 4, 5, 6 carrières. Je ne parle pas d'emploi, je parle de carrière. C'est-à-dire qu'à l'âge de 50 ans, vous allez peut-être pouvoir décider de dire « Oh, bien, ça fait 30 ans que j'enseigne, 25 ans que j'enseigne. Aujourd'hui, j'ai envie de devenir médecin spécialiste. » Bien, écoutez, il vous reste encore peut-être 200 ans à vivre ou 100 ans à vivre. Pourquoi pas? Donc, vous retournez à l'école pour une deuxième carrière. De toute façon, avec ce que vous avez accumulé dans votre fonds de pension pendant toutes ces années-là, vous allez probablement pouvoir financer vos cours à l'université puis retourner aux études pour faire un travail qui va être encore plus payant probablement. Le progrès technologique. Alors ça, on n'est pas, là, je ne suis pas dans la science-fiction. À l'école, on a été approché pour une recherche, puis on a un partenariat avec l'Université d'Ottawa, qui est l'université qui fait la recherche en cyberpsychologie. Vous avez déjà entendu parler de cyberpsychologie? Bon, ça traite les phobies, par exemple. Alors, chez nous, ils sont venus essayer, ils sont venus tester ça au niveau des élèves en 3e, 4e année. Alors, moi, j'aime beaucoup la recherche. Je trouve que c'est une belle façon de faire évoluer la planète, de faire évoluer le monde. Je trouve que ça passe beaucoup par la recherche. Donc, ils sont venus chez nous en fait, ils font une recherche sur les gens qui ont la phobie des araignées. Donc, vous savez, pour le traitement des phobies, c'est assez simple, là. D'abord, on va en parler, on va parler de la phobie. Après ça, bien, tranquillement, par exemple, si c'est la phobie des chiens,
bien, on va leur montrer des photos de chiens. Après ça, on va leur montrer un chien en peluche. Après ça, on va montrer un vrai animal. Après ça, on va l'approcher de l'animal. Après ça, on va faire toucher l'animal, etc. Vous comprenez, quand c'est le cas d'un chien, c'est pas si pire, là, mais quand on a la phobie des avions, je peux vous dire que ça risque de coûter cher pour être capable de de guérir ça. La cyberpsychologie, c'est le monde virtuel. C'est-à-dire qu'on vous met un casque, vous vous retrouvez dans un environnement complètement virtuel. Dans notre cas, par exemple, c'était les élèves, ce qu'ils ont passé, c'est que c'était 4 appartements à visiter, un appartement avec 4 pièces à aller visiter, puis il y a une araignée à un moment donné qui va sortir de là, puis tout ça. Donc, l'idée, c'est d'utiliser la cyberpsychologie pour faire en sorte de soigner les gens à partir d'un monde virtuel qui n'existe pas. Là, on pourrait dire, oui, mais les gens le savent que le monde n'existe pas. Quand c'est une question de phobie, non. Ce n'est pas quelque chose qui est raisonné. Quelqu'un qui a peur des araignées, il a peur des araignées, même si vous lui dites que l'araignée est toute petite et qu'elle ne vous mangera pas. Donc, on est rendu à un niveau où déjà on utilise les technologies pour guérir des choses auxquelles on ne pensait probablement pas il y a quelques années. OpenVibe. Ça, là, c'est une interface qui est disponible gratuitement que vous pouvez télécharger aujourd'hui. OpenVibe, c'est une interface qui permet de relier votre ordinateur, c'est un logiciel. Tout ce que ça vous prend, vous savez, quand vous voulez parler sur un ordinateur, vous pouvez brancher un micro, hein, micro USB. Bien là, vous branchez une espèce de casque qui ressemble à une espèce de casque de bain avec des suces et vous êtes en mesure de contrôler, par exemple, un jeu vidéo à partir de la pensée. Là, ça, là, hein? Science-fiction. Non, non, le logiciel est disponible en téléchargement actuellement. Là, on n'est plus dans la science-fiction, là, on est dans quelque chose que des gens ont vraiment développé, puis on associe des zones du cerveau à certains mouvements. Le vidéo est en ligne, là, je l'ai mis sur mon blog aussi. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Les gens apprennent à utiliser une partie de leur cerveau pour faire en sorte qu'à l'écran ou que dans le jeu en question, il y ait des choses qui se passent. Plus besoin de manette. Plus besoin d'acheter de batterie là, maintenant. Fini. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant dans ces nouvelles technologies-là. Là, ça fait quoi, 20 minutes que je vous parle? C'est quoi le rapport avec l'éducation? Là, je vous parle évidemment de santé, je vous parle. Vous savez, on cherche beaucoup, puis les discussions que j'ai eues, c'est qu'est-ce qui va faire que le système éducatif va changer? Hein, on se dit, ben les enseignants, et j'en ai 2, 3 par école, mais ce n'est pas suffisant pour changer un système. Des conseillers pédagogiques, il y en a, mais ils ne sont pas suffisants pour changer le système. Les gouvernements ont beau mettre en place des réformes, on les applique plus ou moins bien, ou c'est plus ou moins, on forme plus ou moins les gens. Qu'est-ce qui va faire que le système va vraiment changer du jour au lendemain? Bien, à mon avis, c'est des changements majeurs, comme le fait qu'on va vivre plus vieux. Le rapport à l'apprentissage, si on vit plus vieux, on va juste imaginer qu'on double l'espérance de vie. Juste doubler. Donc, dites-vous que d'ici, je pense en 2025, je pense aux élèves qui sont actuellement en première année. Les élèves qui sont actuellement en première année, dans 13 ans, ils vont être rendus au cégep, début cégep ou dans ce coin-là. Donc, ça veut dire que dans le cas du Nouveau-Brunswick, vous n'avez pas le cégep, ça correspond à le secondaire, fin secondaire, collège. OK. Donc, 9e année, peut-être un peu plus que ça. Donc, dans ces eaux-là. D'abord, le iPad, là, oubliez ça, là, c'est une relique là, dans 13 ans. Écoutez, là, on en a passé 5 en 3 ans. On est rendu à la 5e génération. Ça fait 3 ans. 3 ans, le iPad n'existait pas. Fait qu'imaginez les enfants, quand ils vont sortir dans 13 ans, quand vous allez leur montrer là, votre iPad, ils vont rire de vous, ça va être dans les musées. Et on va dire, « Oh, mon Dieu, qu'on a été innovateur quand on a mis ça en place. » Donc, qu'est-ce qui va être présent? On n'a aucune idée pour le moment, puis ça, on s'entend là-dessus que ça va être des changements majeurs. Donc, en doublant notre espérance de vie, vous imaginez l'évolution des connaissances qui vont avoir lieu durant votre vie si au lieu de vivre 70, 75, 80 ans, vous en vivez 160. Ce que vous avez appris là, à 12 ans, par exemple, moi j'ai appris que Pluton était une planète. Ça n'en est plus une. Bon, ça n'a pas beaucoup d'impact sur ma vie, là, mais probablement qu'il y a des connaissances que vous allez devoir réapprendre qui n'auront plus leur place parce qu'on a découvert autre chose. D'autres impacts. Le nombre d'emplois qu'occupaient les gens.
Avant 1940, 2,7. Je parle d'emploi, pas de carrière. Je parle d'un emploi. Avant 70, 4,1. Avant 2010, 9,7. Imaginez si on double votre espérance de vie. Ça va être incroyable. Donc, vous allez pouvoir aborder plusieurs, je disais tantôt 4, 5, 6 carrières, mais peut-être que vous allez avoir une vingtaine d'emplois, 25 emplois. Qu'est-ce que ça demande? Bien, je vais reprendre cette citation-là. Les illettrés du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire ou écrire, mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Hey, c'est bon, hein? 1970. Où c'est qu'on était depuis 40 ans? Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est un futurologue, Alain Toffler. En fait, la citation ne vient même pas de lui, mais la citation se retrouve dans son livre Futur Choc 1970, que vous pouvez même retrouver sur YouTube sous forme de film. C'est sûr que le film a mal vieilli, là. Mais bon, alors, retrouvez le film à ce moment-là, puis vous allez pouvoir voir, le livre est encore disponible, réédité par Gallimard. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes condamnés à apprendre. Alors qu'on double notre espérance de vie, ou même qu'on en rajoute juste 25, 30, 40 ou 50 ans, on est condamné à apprendre. Le problème, c'est comment? Je vous donne quelques exemples. Premier élément, il faut savoir s'adapter au changement. Et pour s'adapter au changement, je vais vous donner des exemples qui parlent d'eux-mêmes. La touche Tab sur votre clavier d'ordinateur, ça sert à quoi? Bon, il y en a qui me disent faire un alinéa. Ça, c'est ceux qui ont, comme moi, appris la dactylo. Quand vous demandez aux enfants à quoi ça sert Tab, ça sert à changer de champ. Mais ce n'était pas là pour ça, Tab, avant. On a adapté la touche Tab. D'ailleurs, sur vos iPads, il n'y en a pas de Tab. Si vous remarquez, là, dans votre clavier. Donc, il y a cette fonction-là, cette notion, cet outil-là ou cette fonction-là n'existe plus. Le courriel. La seule catégorie d'âge où le courriel prend de l'expansion, c'est les gens, je suis désolé, qui ont 55 ans et plus. Le courriel augmente de 15 pour les gens de 55 ans et plus. Le courriel est en baisse de 49 pour les élèves, pour les enfants jusqu'à 17 ans. Quand je dis à mon garçon, quand je parle du courriel à mon garçon, il dit « Papa, c'est vintage ». Alors, le courriel, pour lui, j'ai dit, bon, ben, tu utilises le courriel, pourquoi, toi? Ben, il dit, pour écrire à maman, puis pour m'abonner à des jeux en ligne. Parce que ça prend une confirmation d'adresse courriel. Je vous le dis, là, oubliez ça, les confirmations d'adresse courriel, là, bientôt, il n'y en aura plus, ça va être par message texte. Parce que de plus en plus de gens, le courriel. Évidemment, quand on parle aux directions d'école, puis qu'on leur parle du courriel, ils disent « Oh mon Dieu, c'est incroyable, j'en reçois des tonnes par jour, il faut croire que ce n'est pas vintage pour grand monde. » Vous ne devez pas recevoir beaucoup de courriels de vos élèves, par exemple. Fait que c'est ça. Donc, on a une évolution de l'outil. Les élèves sont plus, ou les plus jeunes sont plus avec le courriel, mais sont avec d'autres choses. La montre. Avez-vous regardé combien de gens utilisent encore des montres? Je parle des plus jeunes. Mon garçon me dit, papa, une montre, ça ne sert à rien, ça fait juste une chose. Donc, la montre maintenant, ben là, c'est ça. Alors là, je vous le dis, là, gardez dans 1, 2, 3 ans, je vous le dis là, vous allez voir apparaître des montres qui vont être à peu près l'équivalent des iPhones aujourd'hui. On est rendu là, on va avoir nos courriels là-dessus, on va pouvoir lire. Ben déjà, là, les iPods, j'ai un petit iPod Nano qui me sert de montre, dans lequel j'ai la musique, dans lequel j'ai un podomètre. Là, on est avec un outil qui... Mais la montre, au départ, les plus jeunes aujourd'hui, oui, il y a quelque chose qui est un peu fashion, mais c'est un outil qui demeure un outil qui est prévu pour une autre chose. Les claviers d'ordinateur. Hey, écoutez, des extraterrestres viendraient ici, là, puis ils diraient, comment ça se fait que les lettres de votre clavier sont toutes mélangées? QWERTY ou AZERTY. Avez-vous remarqué la première ligne? Comment ça se fait que les lettres sont mélangées sur le clavier? Oui? Exactement, 1868. 1868, on a inventé la machine à écrire. La machine à écrire, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'on appuyait sur une lettre, puis on venait imprimer
Les lettres, une à la fois. Non, mais c'est au cas où qu'il y aurait des plus jeunes, quand même. Donc, les secrétaires tapaient tellement vite que les bras se mêlaient entre eux. Donc, il y a quelqu'un qui a eu l'excellente idée de dire on va y ralentir. Donc, on va placer les lettres à d'autres endroits pour faire en sorte que ça ralentisse l'écriture pour pas que les lettres se prennent ensemble, que les marteaux se prennent ensemble quand il allait écrire. Hey, 1868. Aujourd'hui, tout le monde utilise un clavier comme ça, puis il n'y a personne qui remet ça en question. Ben moi, je vous annonce tout de suite que quand je suis sur mon iPad, je vais à 2 doigts, 2 pouces. C'est quoi l'utilité d'avoir les lettres dans cet ordre-là? C'est une habitude, c'est-à-dire qu'on prend ça pour acquis, puis on a transféré quelque chose au niveau informatique, mais quelque chose qui ne fait pas de sens. Donc, je vous annonce, SnapKey, lors du dernier CES, propose un autre type de clavier à 4 touches qui correspond exactement à ce qu'on fait, à l'usage qu'on a actuellement sur nos appareils mobiles ou sur des iPads. L'iPad mini à 2 pouces, c'est plus facile. Là. C'est sûr que le vieux iPad, c'est quasiment cruel, là, mais l'iPad plus grand est un peu plus grand, puis fait en sorte qu'avec les pouces, c'est un peu plus difficile. Les mises à jour de logiciels. Levez la main ceux qui ont fait des mises à jour, puis qui ont regretté, puis qui ont dit « me revenir à la version d'avant ». Hein, ça arrive. Les enfants, est-ce qu'ils font ça? Moi, mon garçon fait des mises à jour. Ah, ça a changé. Puis il va s'adapter à ça sans problème. Nous autres, on va dire, maudit qu'on aimait l'autre affaire. C'est plus dans le même menu. Puis où c'est que c'est? Puis pourquoi ils ont tous changé ça? Hein, on a cette réaction-là. Apprendre, désapprendre, réapprendre. Les enfants sont là-dedans. Écoutez, on a donné des iPads chez nous à nos élèves de maternelle. Okay? Pensez-vous qu'on a fait une formation aux élèves de maternelle pour leur dire comment utiliser l'iPad? Non, on a formé les enseignants, par exemple. Là, ça, on ne touche pas à ça tant qu'on n'a pas eu de formation. Puis les enfants, on leur donne aucun problème. Ils ont déjà tout trouvé ça. Ça va bien. Donc, on voit que pour nous, l'apprentissage, c'est quelque chose, des fois, je reprends les propos d'hier, qui doit être quasiment difficile. Ça ne peut pas être trop simple. Je vais parler des réseaux sociaux. Hein? Là, c'est la grosse affaire, les réseaux sociaux de ce temps-ci, en tout cas depuis quelques années. Là, on a, non, il faut tout enlever ça. Il y a quelques années, je vous rappelle, c'était MSN qui était très populaire. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des comptes MSN? Oui, c'est ça. Les élèves avaient tout ça. Moi, il y a quoi? Ça fait 8 ans, 7, 8 ans? On parle il y a longtemps, 7, 8 ans. Aujourd'hui, demandez aux élèves s'ils ont MSN, il n'y a plus personne qui utilise ça. Ils ont passé à Facebook. Puis je vous annonce que dans 3 ans, Facebook, oubliez ça, ça va être autre chose. Puis bon, là, on est arrivé à Twitter. Déjà, là, ce qui est très populaire, ce qui commence à être populaire, c'est 2 autres plateformes de réseaux sociaux, Kik et Vine, qui sont, à mon avis, beaucoup plus hasardeux et qui vont demander, quand on parlait de citoyenneté numérique, je pense que ça va devenir extrêmement important. Ces médias sociaux-là, Kik et Vine, c'est au lieu d'être Twitter, c'est du texte en 140 caractères. Alors, Kik, c'est des vidéos en 36 secondes. Puis Vine, c'est des vidéos en boucle de 6 secondes. Vous pouvez imaginer l'impact que ça a quand les enfants commencent à se filmer puis à se mettre en ligne comme ça, mettre un compte en ligne du genre Twitter, mais c'est des vidéos qui sont là. Donc, on est déjà intervenu dans notre école la semaine passée là-dessus, nous autres. Fait que ça veut dire que c'est présent. Les enfants, la vidéo, c'est quelque chose qui est facile pour eux, avec lequel ils ont beaucoup de facilité, qu'ils aiment beaucoup. Ils aiment montrer ce qu'ils font. Mais il y a toute une éducation à faire par rapport à ça, parce que ce sont des traces qui restent, que n'importe qui peut récupérer par la suite. Donc, l'évolution s'en va vers ça, mais il va falloir suivre le train. Donc, si ceux qui ne connaissent pas Vine et Kik actuellement, vous êtes dépassés. Mais c'est ça, il va falloir ramer vite si on veut suivre la tendance et suivre les gens. On arrive au concept de culture générale. Alors, pour moi, je me souviens que quand je suis rentré au collège, on me disait, oui, c'est important d'avoir une tête bien faite. Fait qu'on va vous donner plein d'affaires qui vont faire en sorte que vous allez avoir une bonne tête, vous allez avoir des opinions sur à peu près tout. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a une tension entre connaître et trouver. On parlait de est-ce que c'est googlable hier. C'est très bon, ça. Parce qu'effectivement, par exemple, moi, je suis dans une école arménienne. Qui sait où est l'Arménie?
Hein? 1, 2, 3, pas grand monde. Hey, comment l'Arménie? Moi, je sais c'est où. Tous mes élèves le savent. En contexte, mes élèves ils ont un intérêt à savoir c'est où. Sauf que si je vous laisse quelques secondes me trouver l'Arménie, vous allez tous le trouver. Vous avez la stratégie pour aller trouver l'information. Donc, je ne sais pas, je vais trouver. François, je te remercie, j'ai lu ça sur Twitter. Alors, au lieu de dire je ne sais pas, mais c'est comme je sais où je vais le trouver, où je suis capable de le trouver. Donc, quoi mettre dans notre coffre à outils? C'est une discussion qu'on avait hier avec des gens des écoles Vision. Je pense que ce qui est important, c'est de développer des stratégies, de développer des moyens, de savoir comment est-ce qu'on va utiliser ce qu'on connaît pour arriver à trouver les informations. Et évidemment, je vous l'ai dit avec Vine et avec Key, l'importance de la mise à jour. Vous n'avez pas le choix de vous mettre à jour dans les nouvelles stratégies ou les nouveaux outils qui sont disponibles pour faire en sorte de permettre aux élèves, non pas nécessairement de tout connaître, mais d'être en mesure de trouver ça assez facilement. Je vous donne un autre exemple. Vous voulez réparer un iPod, je veux dire, sur YouTube, là, il y a des vidéos qui vous disent tout quoi faire. Réparer un iPod, même il y a des choses que vous ne pouvez imaginer que vous pouvez retrouver là-bas. Changer une batterie, tout ça est disponible. Ma dernière partie. Souvent, on me demande, hey, sur quoi est-ce qu'on pourrait baser l'éducation de demain? C'est une question auquel c'est très difficile de répondre parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. C'est difficile de dire, ah ben oui, je pense que c'est ça qu'on aurait besoin, puis d'être sûr, puis d'être un peu gourou. Comme je ne veux pas être gourou, j'ai plutôt changé la question. Et j'ai dit, sur quoi ne pas baser l'éducation de demain? Puis là, aujourd'hui, c'est un peu bizarre parce que je ne suis pas un compositeur. Habituellement, quand je fais des présentations, je me sers de choses que je vois un peu partout, mais je compose la présentation au complet à partir de quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, ma présentation provient de Laurent, que vous avez vu tantôt, la présentation au niveau de la médecine. Mais pour cette dernière partie-là, je reprends un texte de Philippe Mérieux qui, lui, se questionnait sur l'éducation nouvelle et sur les malentendus en éducation. Ce que j'aimerais faire pour la dernière partie, c'est, à partir de ce que je viens de vous dire au niveau des élèves, au niveau de l'importance de développer des stratégies, je vais essayer de vous donner quelques malentendus en éducation auxquels je pense que vous devriez faire attention pour les prochaines années. Parce que vous savez, la technologie, souvent, on met un contexte à ça, on fait travailler les élèves beaucoup en équipe et tout ça. On met de l'avant des formes, des stratégies pédagogiques qui souvent sont questionnables. Par exemple, un élève n'apprend que s'il est motivé. Vous dites ça, puis tout le monde va dire oui. Ben oui, quand on est motivé, on apprend. Puis comme preuve de ça, on va prendre le cheval. On va dire, on n'oblige pas un cheval à boire. Hein, c'est vrai. Bon, alors, si le cheval a soif, il va boire. Sauf que le problème entre les enfants et les animaux, s'il y en a un, c'est que le cheval va finir par avoir soif. Les enfants, là, ils ne viendront pas vous voir pour venir vous demander de leur expliquer le théorème de Pythagore. En ce sens que les enfants, là, ils ne vont pas spontanément vous dire qu'ils ont envie d'apprendre quelque chose. Alors, la motivation, là, moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. À mon avis, la motivation, là, elle vient avec la mobilisation. Et ce n'est pas juste les enfants. Quand je suis dans mon cours à l'université et que je suis assis et que j'ai assisté à une présentation d'1 heure et demie, ce qui roule dans ma tête, c'est à quoi ça va me servir? Comment est-ce que je vais pouvoir réinvestir ça? Comment est-ce que je vais pouvoir mobiliser ce que la personne me dit dans mon travail ou dans un autre? Donc, ce que les enfants ont besoin pour être motivés, c'est d'abord de voir un lien, de dire, voici ce que j'amène, voici des notions que je vais vous enseigner, que vous allez pouvoir utiliser pour d'autres choses. Si vous expliquez ça aux enfants, c'est sûr que la motivation va être là parce qu'ils vont comprendre le lien qu'il y a à faire. Donc, oui, la motivation est importante, mais si vous attendez que vos enfants soient motivés, vous allez attendre longtemps. Donc, je pense qu'il faut les motiver et la motivation passe par la mobilisation. En fait, le travail des enseignants, c'est de faire émerger le désir d'apprendre ou le désir d'aller plus loin ou le désir de réinvestir ce qu'ils ont appris. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on connaissait avant. Un autre malentendu. Chaque enfant apprend d'une manière qui lui est propre et cela nécessite la mise en place d'une école sur mesure.
Hey, on va devenir fou, là. Je veux dire, avec tous les cas qu'on retrouve dans une classe aujourd'hui, puis là, je pense que vous pouvez témoigner de ça, impossible de faire une école sur mesure pour les enfants. Sinon, qu'on va faire une école one-to-one, chaque élève va avoir son enseignant, puis là, ça va bien aller, mais malheureusement, on n'est pas là encore. Peut-être qu'on sera là un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. J'aime beaucoup ce dessin-là. Je trouve ça intéressant. C'est une maman ou un papa qui arrive, qui est tout carré, qui arrive avec un enfant. L'enfant, c'est une bûche de bois, hein, à qui reste encore des feuilles. Puis le parent va aller mettre l'enfant dans la classe. L'enseignante ou l'enseignant, c'est une hache. Et tous les autres élèves, c'est des 2x4. Fait que ce qu'on comprend, c'est que le pauvre petit s'en va dans la classe, puis croyez-moi, ça va passer par là, on va finir tous par la même façon. Puis c'est exactement comme ça que notre modèle éducatif a été prévu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les doués, il n'y a pas beaucoup de place pour les gens qui sont moins bons. On va viser la moyenne. C'est sûr, à 26 par classe, on n'a pas autre façon de faire ça. Alors, plutôt, on parle beaucoup de, pour moi, une école qui va faire en sorte, qui va permettre aux élèves d'apprendre, ce n'est pas une école qui va nécessairement s'adapter à tous les cas, mais qui va offrir une variété de propositions, qui va offrir des choix, qui va offrir des façons de faire différentes, qui va diversifier les ressources. L'élève va pouvoir choisir, l'élève va pouvoir faire en sorte que, oui, il y a peut-être une façon d'apprendre qui est différente pour moi, mais dans le cas d'un groupe, je vais avoir différentes façons de faire. Pour moi, l'interaction avec les pairs est extrêmement importante et je pense que c'est une des compétences de l'avenir, d'être capable d'interagir avec les autres. Pourtant, on dit « Ah oui, les médias sociaux, ça permet de faire ça, il faut faire attention ». Alors, l'interaction avec les autres, l'environnement est important aussi, donc l'interaction avec l'environnement de l'enfant. Bref, c'est un peu rendu à la mode de dire ça. Moi, ce que j'aime, c'est de dire qu'il faut apprendre aux enfants très tôt à piloter leur apprentissage. Tu sais, on dit apprendre à apprendre. Hey, je veux bien, là, mais en deuxième année, oubliez ça. Là. Les enfants ne peuvent pas apprendre à apprendre aussi rapidement que ça. Cependant, ils peuvent apprendre à se responsabiliser par rapport à leur apprentissage. Et je pense que pour moi, piloter les apprentissages, c'est exactement ça. De toute façon, dans une perspective où vous allez doubler ou tripler votre espérance de vie, comment vous allez faire pour vous former? Vous ne pourrez pas toujours attendre d'aller dans des cours. Il y a beaucoup de formations à distance qui va se faire de plus en plus. Et quand je dis formation à distance, je ne parle pas de e-learning ou je ne parle pas de certaines formations à distance où, dans le fond, ce que c'est, j'ai un exemple frappant en tête, où ce qu'on fait, c'est qu'on a 200, on a 50, 60 élèves qui sont chacun chez eux, puis on a un professeur qui fait un cours magistral de 3 heures, mais tout le monde est en vidéo ou en audio. Ça veut dire que les gens sont chacun chez eux, ils assistent à un cours magistral de 3 heures. On appelle ça du e-learning. Moi, je n'appellerais pas ça comme ça, là. J'appellerais ça un cours magistral, puis dématérialisé, plutôt que du e-learning. Donc, la formation à distance va devenir quelque chose de très important dans une perspective où l'espérance de vie est plus longue. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'il va falloir beaucoup plancher. Un autre malentendu. L'élève apprend ce qui fait du sens pour lui. Ça aussi, il faut faire attention. Je vous donne un autre exemple. On se retrouve en région qui vit principalement d'agriculture. Alors, à l'école, l'enseignant va dire, bon, bien, s'il faut que je fasse des choses qui font du sens pour l'élève, on va parler, nous autres, uniquement de ferme, de vaches laitières, de ce genre de choses-là. OK, c'est bien beau, ça touche l'enfant, ça fait du sens pour lui, on va faire des projets où on va faire des exercices sur ce qui lui touche, avec le nombre de tracteurs, le nombre... Sauf que je trouve que c'est un petit peu réducteur. Ce n'est pas parce que ça fait du sens dans l'immédiat que c'est vrai que ça va faire du sens pour l'élève. Le mot « faire du sens », à mon avis, est pris de façon un peu trop restrictive. Et c'est très dangereux de se limiter à des choses simplement fonctionnelles. De dire, on va donner à l'élève ce qu'il a besoin pour fonctionner, puis le reste, il s'arrangera tout seul. Donc, à mon avis, il y a quelque chose à ce niveau-là qui demande un engagement de l'élève et de l'apprenant. Alors, pour que ça fasse du sens, ça prend un engagement de l'élève ou de l'apprenant. La personne, à partir du moment où la personne est engagée,
C'est là que ça fait du sens pour elle. Et pour arriver à ça, ça prend deux choses, à mon sens. Une utilisation concrète de ce qu'on enseigne pour résoudre des problèmes. Comment est-ce que ce que tu m'enseignes actuellement, je vais pouvoir le réinvestir pour résoudre un problème que je vais avoir plus tard? Vous savez, en chimie secondaire 4, 5, à l'époque, quand on demandait à quoi ça servait, il dit « Tu vas voir plus tard ». Ça ne m'a jamais servi après, là. Mais... Alors, comment est-ce que je peux réutiliser ce qu'on va me montrer pour faire en sorte, on appelle ça contextualiser, un contenu? Et évidemment, ce qui va être l'élément capital, et là, c'est votre responsabilité à vous en tant qu'enseignant, comment est-ce que vous allez faire pour relier les savoirs? Comment vous allez travailler pour faire le lien entre la théorie et quelque chose que l'élève va pouvoir utiliser, pas nécessairement tout de suite, mais peut-être plus tard. Donc, on parlait tantôt, on parlait du cheval de Troie, on parlait de raconter des histoires, c'était le cheval de Troie des apprentissages. Je pense que c'est exactement ça que vous avez à faire. Comment est-ce que vous allez pouvoir raconter ce que vous enseignez pour faire un lien et que ça puisse faire du sens pour l'élève? Un autre malentendu. L'élève apprend seulement en étant actif. Ça, là, quand vous parlez des nouvelles technologies, c'est très présent. On va donner un portable par élève ou on va avoir des portables, puis ça va permettre aux élèves d'être actifs dans leurs apprentissages. Comme si quand ils étaient devant un examen pendant 1 heure, ils n'étaient pas actifs mentalement. Je veux dire, il y a une différence entre l'activité mentale et l'activité matérielle. Je comprends que des élèves qui bougent, on a l'impression qu'ils font quelque chose. Mais il y a des élèves qui réfléchissent puis qui font quelque chose aussi, même si on a l'impression qu'ils ne bougent pas. Donc, il faut s'assurer, et ça, c'est important. Un exemple que j'ai que ça, un enseignant qui me disait « Ah, j'ai fait un photoroman avec mes élèves. » Là, elle montre les résultats. Je dis « Wow, c'est vraiment intéressant. » Fait que c'était dans quel contexte pédagogique? Ben, il n'y en avait pas. Alors, comment l'élève peut transférer des apprentissages de projets qu'il fait? Il a été actif, il a été présent, tout ça, mais comment il va pouvoir retransférer ça ailleurs? Donc, s'assurer de dégager un modèle transférable, s'assurer que quand on met les élèves en action, ce n'est pas juste pour répondre aux problèmes qu'il a présentement, mais c'est quelque chose qui va probablement être utile pour d'autres choses. Ça, c'est tout un travail, là. Ça change un peu la perspective au niveau de l'enseignement. Et l'importance d'avoir des activités qui mènent au développement de compétences. Donc, on ne fait pas une activité pour produire une bande dessinée. On fait une activité pour produire une bande dessinée qui va servir à sensibiliser les gens sur... Donc là, on est capable de transférer. Et dans un autre contexte, peut-être que l'élève va travailler sur un autre projet puis qu'il va être en mesure de dire « Ah oui, je peux utiliser ce que j'ai vu parce que je sais que cet outil-là va me permettre de faire telle chose. » Donc oui, un élève actif, c'est intéressant, mais ne pas oublier que ce n'est pas l'activité avant tout. Autre élément qui va peut-être vous faire réagir, l'élève n'apprend qu'en collaborant avec les autres. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce que quand on fait travailler les élèves en équipe, souvent, c'est n'importe quoi. OK, placez-vous en équipe de 3. Les élèves vont répéter en équipe de 3 la même hiérarchie sociale qui existe déjà. Celui qui est le plus grand parleur dans la classe va être celui qui va diriger l'équipe. Celui qui se fait toujours écœurer va être celui qui va faire la job la moins intéressante. Les élèves apprennent quoi dans ce temps-là? À travailler en équipe? Pas certain. Ils reproduisent un système qui est déjà en place. Donc, que vise la collaboration? Pourquoi vous faites travailler les élèves en équipe? 2 éléments. D'abord, pour une acquisition de quelque chose, puis pour faire progresser l'élève. Si ce n'est pas pour ça, faites-les pas travailler en équipe. Donc, il faut penser à ça. Pour être capable d'arriver à ces 2 éléments-là, il faut être capable d'organiser le groupe. De dire, parfait, je vais avoir des rôles. Donc, toi, tu vas être le gardien du temps. Puis on va changer les rôles pour que ce ne soit pas toujours le même. Quand on change le rôle, quand le leader devient le gardien du temps et non pas le porte-parole, là, lui, il va apprendre à faire d'autres choses. L'élève qui est toujours timide, qui devient le porte-parole, lui va faire des apprentissages, lui va faire des acquisitions de quelque chose. Donc, c'est important d'avoir à ce moment-là, d'organiser le groupe, quel type de collaboration on veut. Donc, comment on va les faire travailler? Quel est l'objectif de ce travail-là? Alors, faire attention, comme je disais, la collaboration, souvent, c'est que ça reproduit une hiérarchie sociale qui est déjà établie en classe. Et ça, à mon avis, c'est dangereux. Pour terminer, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je sais ce que je sais? Et je suis arrivé à 2 éléments.
Si je sais ce que je sais, c'est soit parce que je l'ai appris par cœur et que je ne l'ai pas oublié, ce qui est correct. Hein, mon numéro de téléphone, je pense que je n'ai pas eu à l'apprendre par cœur, mais je le connais. Mais je ne me suis pas assis un soir en me disant, je vais apprendre mon numéro de téléphone par cœur ce soir. Fait que c'est venu comme ça. Puis même mes numéros de téléphone, vous me demanderiez le numéro de téléphone de mes parents, c'est maman. Fait que même les numéros de téléphone, là, j'ai de la difficulté, c'est des connaissances que j'ai pu, mais bon, parce que je l'ai retenu. Et l'autre élément, c'est parce que je m'y suis intéressé. Par exemple, comment est-ce que je sais où est l'Arménie? Bien, j'enseigne dans une école arménienne, je me suis intéressé à ce sujet-là, donc je sais où est située l'Arménie. Si je sais les provinces canadiennes, je vais vous cacher mon âge, mais il y a 8 ans, je ne savais pas l'ordre des provinces canadiennes dans l'Ouest. Je les avais appris pourtant. Mais quand je suis allé dans l'Ouest, là, j'ai vu où était l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, puis j'ai été capable de faire le lien entre toutes les provinces. Pourtant, je les avais appris par cœur. Mais là, c'était en contexte, c'est-à-dire que je me suis intéressé au sujet parce que je devais le faire. Donc, c'est les deux notions. Donc, dans un avenir où l'espérance de vie va être plus longue, c'est important de se souvenir de ça. Donc, la quantité d'informations emmagasinées va devenir extrêmement importante, très grande. Il y a 3 éléments qui sont importants à ce niveau-là, à mon sens. D'abord, toute l'importance de la recherche en éducation. On n'en parle peut-être pas beaucoup. Vous savez, quand on applique des traitements, quand on applique des choses chez les scientifiques, quand vous allez vous allez prendre des médicaments, tout ça a été testé. C'est facile au niveau scientifique de tester des choses. Hein? On prend des cobayes, on en prend d'autres, on leur donne la médication, on regarde ce qui arrive. En éducation, là, juste voir l'impact des technologies sur les enfants. Comment voulez-vous faire ça? Ça vous prend un groupe d'enfants qui ont la technologie, un groupe d'enfants qui ne l'ont pas. On les suit pendant 5 ans. Voudriez-vous que vos enfants fassent partie du groupe qui n'a pas la technologie pour l'étude? Moi, je ne suis pas certain. Donc, en éducation, là, prouver que les technologies aident à l'apprentissage, c'est bonne chance d'arriver là-dessus. C'est sûr qu'on peut faire comme Thierry Karsenty a passé des sondages, mais les sondages ne nous disent pas ce qui passe dans les classes. Les sondages et les enquêtes nous disent ce que les gens en disent et ce que les gens en pensent. Et souvent, ce que les gens en disent et ce que les gens en pensent, ce n'est pas toujours ce qui se passe directement sur le terrain. Donc, il faut faire attention aussi. Mais la recherche en éducation est primordiale. Si on veut avancer, je pense qu'il faut se baser sur des choses qui ont été étudiées. Je pense que c'est un domaine qui est important. Deuxième élément, l'importance de la formation continue. Et ça, vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire de se former de façon continuelle. Et le problème avec la formation continue actuellement, c'est l'offre. L'offre ne correspond pas aux besoins. C'est-à-dire qu'on offre des formations qui sont des formations des fois mur à mur, on offre des formations qui ne répondent pas nécessairement aux besoins exacts des gens. Et ça, je pense que c'est en train de changer parce qu'avec la formation à distance, on va arriver à offrir un choix de cours ou un choix de formation qui va pouvoir être réparti de façon plus facile qu'en présentiel. Ça va coûter moins cher. Donc, les offres de formation risquent de varier beaucoup. Et évidemment, l'importance d'apprendre à piloter ses apprentissages pour la vie. J'aime pas apprendre à apprendre, j'aime plus apprendre à piloter. Je trouve que c'est quelque chose qui est plus intéressant, je trouve qui me parle plus dans mon cas. Et ça pour la vie qui, possiblement, peut être longue. Mais vous, où est-ce que vous allez être dans 10 ans? Vers quoi votre vision? Hier, Ewan parlait de processus. Quelle est votre vision de l'apprentissage? Quel est votre processus? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place à court terme? Puis surtout, c'est est-ce que vous êtes prêt à ce que vous ne connaissez pas? Je parlais de Vine tantôt, je parlais de Kik tantôt. Est-ce que vous êtes prêts à faire face à ça? Puis je terminerai avec l'école de demain qui est très à la mode. Pour moi, l'école de demain, c'est d'abord accepter que vous et vos élèves devrez sans cesse apprendre et surtout revoir vos pratiques. Merci. Merci beaucoup. Wow, c'était vraiment extraordinaire, très inspirant. C'était vraiment super. Puis
je trouve que c'est vraiment un beau message d'espoir pour la suite. Là. En tout cas, mission accomplie, moi j'ai vraiment été déstabilisée. Là. Honnêtement, qui Vine, j'ai aucune idée. C'est quoi vraiment absolument. Il y en a aussi dans la salle qui n'ont pas été déstabilisés, qui ont vraiment. Regarde, tout le monde a été déstabilisé. Vraiment super. Puis en plus, c'est vraiment un beau message. En plus, on a une bonne nouvelle. 1000 ans devant nous pour apprendre tant de choses. Toutes les belles technologies qui vont émerger, on va pouvoir y assister. Donc, merci beaucoup, Sébastien. Plaisir.